Deux sujets ont retenu notre attention pour le débat ce dimanche. Il s'agit de la situation au Conseil supérieur de la communication et de la semaine de la sécurité routière qui s'est tenue du 9 au 13 août avec la sensibilisation au port de casque comme objectif ultime. Nous débutons avec le premier thème qui porte sur la crise au CSC, le Conseil supérieur de la communication. Et pour analyser cette situation au CSC, je reçois pour vous, fidèles téléspectateurs, Idrissa Ouedraogo. Il est conseiller en communication et ce soir, il représente Publicitaire Associé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous disons également bonsoir à Blaise Quintega, directeur de publication de YAM Info. Bonsoir et merci d'être là. Bonsoir à vous, Vanessa, et bonsoir à l'ensemble des téléspectateurs de Burkina Info. Nous avons donc suivi cet élément. L'élection d'Abdoulaziz Bamogo comme président du CSC date du 31 mai. Aussitôt contesté, la bataille judiciaire a été engagée. Le verdict du procès en référé est connu. Celui du recours en annulation est toujours attendu. Bientôt 3 mois que le fonctionnement de l'institution est bloqué. La question, la toute première, elle est pour vous, Blaise Quintega. Quelle lecture est-ce que vous faites de la crise actuellement au CSC? Bon, pour dire vrai, en fait, cette crise au CSC révèle deux choses. La première chose, c'est d'abord la fragilité de nos institutions, parce que souvent on a un cadre juridique qui justement laisse les ouvertures donc, à cette fragilisation-là. La deuxième chose révèle même ce que Micheline a dit dans son reportage, le CSC à sa création, justement cette indépendance qui était tant souhaitée donc, par les organisations professionnelles de médias revient à jour et ça démontre une fois de plus la volonté aussi bien de l'exécutif mais également des tenants de pouvoir à tous les niveaux de vouloir justement avoir une même mise sur les CSC. Et c'est bien dommage pour une institution assez stratégique dans une situation particulière que vit le Burkina Faso. On ne devrait pas être en train de voir ces bisbilles-là. Je me demande souvent si nos aînés, mais également les acteurs du moment pensent souvent aux générations qui sont en train de venir, qui nous suivent et qui regardent que pour des questions de forme, pour ne pas dire, on soit là en train de discuter éperdument. Je pense que le Burkina Faso traverse une crise assez difficile. Est-ce qu'on est réellement dans la question de forme? Est-ce que cela ne va pas au-delà? Lorsqu'on lit la déclaration des OPM, il déplore une volonté politique de caporalisation de l'institution. Non, moi je suis tout à fait d'accord. C'est pas parce que je suis dedans, mais je suis totalement en phase plutôt avec donc les organisations professionnelles de médias parce que à l'arrivée donc de ce nouveau pouvoir là on a eu un certain nombre d'actions justement et ça c'est, vous savez, le journaliste c'est comme le savant, il est assez, il veut sa liberté, il veut son indépendance pour travailler. Donc du coup à l'arrivée du nouveau pouvoir on a eu des actions qui ont laissé entendre donc des velléités de caporalisation justement de la liberté d'expression qui a été une liberté d'expression et également une liberté d'information qui a été justement acquis après donc de longues luttes. Et je rappelle que beaucoup de gens ont perdu la vie. On se rappelle le journaliste Norbert Zongo qui s'est battu corps et âme à cette liberté d'expression là. Donc il n'appartient pas à un pouvoir quand même de venir et de remettre en cause ces libertés là tant acquises par le peuple burkinabé mais également par les organisations professionnelles de médias. Donc je pense très honnêtement qu'au début on a vu des actions qui ont donné en fait, qui ont créé justement de la méfiance au niveau donc des organisations professionnelles des médias. Vous vous rappelez très bien de cette cérémonie donc qui avait été organisée à Kosiam où un de nos confrères a été justement rappelé à l'ordre par rapport donc à des images qu'il aurait prises donc du président Damimba. Au-delà de ça, on a vu des gens qui ont été, des journalistes qui ont été visiblement agressés aussi bien moralement que des actions physiques. Donc je pense que c'est d'être un peu en ce temps où on parle de la cohésion de l'ensemble des fils et filles du pays. Il faudrait travailler au niveau donc de l'exécutif mais également du législatif qui de mon point de vue, devrait quand même pouvoir apporter, se saisir de la question et trancher. Moi, je pense que
Et le gros problème ici, c'est que quand chaque pouvoir vient, on veut utiliser les institutions pour des objectifs politiques. Alors que, bon, il faut aller au-delà. Et c'est normal, on peut comprendre, mais aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le Burkina Faso a une histoire récente. Une histoire de liberté d'expression, une histoire des droits de l'homme, une histoire aussi d'acquis démocratiques, aussi bien au niveau judiciaire qu'au niveau donc, législatif. Donc, je pense qu'il faudrait qu'on aille dans ce sens-là, permettre au CSC de regagner justement sa paix d'antan, parce que les organisations professionnelles des médias en ont besoin, les Burkinabés en ont besoin, parce que nous sommes dans une situation où aujourd'hui ces organisations professionnelles de médias là, mais également la presse tout entière, peuvent apporter un plus au défi que le pays traverse, à savoir la crise sécuritaire. Alors en clair, il faut lui permettre de fonctionner comme de par le passé. Oui, il faut le permettre de fonctionner de par le passé. Et on connaît au Burkina Faso, quand vous voyez qu'il y a de la bouillie autour d'une institution, c'est des positionnements, chacun veut que son homme soit là-bas. À partir de là-bas, on pourrait justement appuyer donc, sur la machine pour X ou Y raison. Donc moi je pense que on devrait aller au-delà, parce que le CSC aujourd'hui a des acquis énormes en matière d'innovation, a des acquis énormes en matière donc, de capacité justement à organiser le secteur des médias, et la mission pour laquelle le CSC a été créé, on devait permettre à cette organisation-là de retrouver sa paix, sa cohésion, parce que aujourd'hui le Burkina Faso traverse une crise jamais inégalée et les Burkinabés veulent vivre en paix. Nous devons commencer à créer la paix au sein des institutions. Ça ne sert à rien de chanter tous les jours. On veut la paix, on veut la cohésion sociale, et en même temps, on est dans des officines de politique politicienne pour créer de la bruit au sein du CSC. Alors, je ne donne raison ni à celle qui a posé plainte, ni à M. Aziz Bamougo. Du reste, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, le CSC a besoin de paix pour permettre aux organisations professionnelles de médias, mais également la presse, d'avoir une quiétude pour travailler pour les acquis démocratiques que nous avons eus jusqu'à là. Merci Blaise Quintega. Le président actuel dont l'élection est contestée est l'un des vôtres. Je parle bien sûr à Idrissa Ouedraogo, de Publicitaires Associés. Est-ce que vous êtes particulièrement touché par la situation actuelle? Je parle bien sûr de la corporation. Oui, c'est regrettable, et nous pesons vraiment toute la situation. C'est vrai que c'est un confrère, mais il faut peut-être préciser aussi que c'est l'un des meilleurs. Il n'a plus de preuves à faire, en tout cas au sein de la corporation. Donc c'est avec fierté et dignité qu'il a été représenté. Mais il a effectivement travaillé dans d'autres secteurs, du journalisme par exemple. Donc on se dit aujourd'hui qu'il a un profil quand même qui ne devait pas souffrir de contestation. En plus, il a exercé. Sous le président Tankwano, on sait que l'essentiel des dossiers, c'est lui qui les traitait. Et vous savez aussi que sur les réseaux sociaux et ailleurs, il est bien connu pour être un coach. Donc il sait manager ces choses-là. À la vérité, Aziz Bamougo a apporté à l'institution une forme de sérénité et de manière d'habileté de faire. À la limite, en vérité, on peut dire qu'il a appliqué sa science et technique de communicant au sein de l'institution. Il a pu mobiliser. Maintenant, au-delà de ses accointances ou de ses relations cordiales avec lui, mais ce n'est pas partisan, ce n'est pas que partisan. Il en a les compétences et toutes nos institutions ont besoin de personnalités de cette trempe à la tête. Sauf que ce qui est en train de se passer est pour nous une crise artificielle. On connaît tout du dossier maintenant. Ce n'est pas véritablement un problème juridique, ce n'est pas un problème de compétence, ce n'est pas un problème d'opportunité ou de quoi que ce soit. Il s'agit de quoi donc? Aujourd'hui, il y a deux choses qui émergent. La première des choses, et qui est un peu plus complexe et regrettable, c'est la connaissance de la communication et des médias. Les uns et les autres pensent peut-être, que ce soit des hommes politiques ou des observateurs ou des partisans, qu'en ayant la main sur le Conseil supérieur de la communication, on a la main sur l'opinion publique avec les médiateurs qui sont les journalistes et tous ceux qui sont au milieu. C'est vraiment mal connaître ce domaine-là et c'est une crise supplémentaire et inutile qu'on s'accorde alors qu'on aurait pu
laisser le jeu se dérouler et atteindre les mêmes objectifs, sinon avec plus d'efficacité. Donc la crise perdure parce qu'on sent visiblement que c'est un instrument qu'on pense essentiel qui ne doit pas nous échapper. La deuxième chose qui est regrettable, apparemment, c'est une guerre des égos aujourd'hui. Lorsqu'on est arrivé à cette étape-là, on n'a plus à traîner là-dessus. Tout le monde gagne en honneur, que ce soit l'exécutif, que ce soit le candidat gagnant ou celle qui n'a pas gagné. Il y a un destin à jouer, on n'a pas à perdre du temps dans ces questions. D'autant plus que Daniel Bougaïri représente une personnalité dans le monde de la communication. À un certain moment, même si tous ses soutiens étaient pour elle, elle devrait à un certain moment dire, bon, écoutez, ce qu'on gagne à arrêter est plus important que de continuer. Donc, à la vérité, aujourd'hui, c'est des crises artificielles. Et l'exécutif devait pouvoir siffler la fin de la récréation et de la bonne manière. Alors, vous dites que l'exécutif devrait donc... en l'occurrence, le président du FASO devrait maintenant prendre le décret de conformation d'Abdelaziz Bamogo pour permettre au CSC de fonctionner normalement. Oui, parce que c'est la chose la plus logique. Ensuite, c'est la chose la plus digne d'un leadership éclairé. De toutes les options qu'on entend officiellement ou officieusement, que ce soit la désignation d'un secrétaire général qui va venir gérer les questions courantes, que ce soit la dissolution de l'institution, que ce soit le renvoi de tous les conseillers, que ce soit la reprise, que ce soit le procès, quelle que soit la forme, en dehors du maintien d'Aziz Bamogo à la tête, on ouvre encore un champ d'inconnu. Le plus simple, c'est de faire, pas la paix même des braves, hein, c'est de soulever les questions. Du genre, je suis l'exécutif, pour notre gouverne qui est d'ordre transitoire, on a des objectifs à atteindre en matière de communication. On ne se connaît pas autre mesure. Voici notre projet, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Du reste, de toutes les manières, en tout cas de toutes les cartes qu'on peut jouer, la plus honnête, la plus responsable et la plus crédible même pour le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, l'une des choses majeures qui retient, c'est la signature du décret et qui est de l'ordre de l'exécutif. Mais est-ce que ce n'est pas mettre les charrues avant les bœufs que de prendre ce décret alors qu'il y a toujours un recours qui est toujours en instance? D'accord, c'est ce que je dis. Personne ne sortira gagnant de cela. Même Aziz peut sortir amoindri de ce qu'il soit confirmé dans des conditions comme ça. Mais on lui fait confiance et ayant le soutien de toutes les fêtières, c'est sûr qu'il va remonter rapidement la pente. Mais en dehors de cette option déjà difficile, je ne vois pas laquelle peut apporter un salut. Et justement, je reviens à la première des raisons, c'est parce qu'on donne au Conseil supérieur une attribution qu'elle n'a pas. Avoir la main mise sur le Conseil supérieur ne fera pas taire les journalistes, bien au contraire. C'est une régulation par les pairs en vérité. Ce de quoi les gens redoutent, ce que les journalistes redoutent, c'est beaucoup plus que leurs pairs journalistes leur démontrent qu'ils ne sont pas de vrais professionnels. À la hauteur. Ce n'est pas quelqu'un qui serait considéré comme la marionnette du pouvoir, qui aura l'autorité pour régenter. Et vous savez que c'est vite fait de glisser. Lorsque les associations, les fêtières de journalistes et de communicants ne vous reconnaissent pas, du coup ça monte au cran supérieur de la reconnaissance internationale de tous les autres. Vous avez vu déjà la réaction de Reporters sans frontières. Et quand ça arrive à ce niveau, c'est votre qualité de gouvernance démocratique qui est remise en cause. Et le Burkina a plus que besoin de cela. Le régime actuel a besoin de prouver qu'ils sont proches des lois, du respect du jeu démocratique pour faciliter les choses. Et donc la crise, les conséquences ne valent vraiment pas qu'on perde du temps sur cette affaire. Ils peuvent atteindre tous leurs objectifs en entérinant la candidature d'Aziz. Et puis bon, je pourrais vous dire, hein, pour le connaître un peu plus, ce n'est pas un voyou, ce n'est pas un baroudeur. C'est un homme de grande sagesse. Il est prêt à comprendre. Je crois il comprend cela. Il comprend cela. Il n'y a pas de raison qu'on fasse perdurer une crise. Tout le monde y gagne, à commencer par la candidate vaincue. Alors, Blaise Kientega, la balle est finalement dans le camp du président de la transition, finalement.
Bien sûr, moi je dirais au président d'Amimba donc, de passer à l'acte et puis de signer le décret et puis on va continuer. Vous savez, le problème malheureusement de nos pays, départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, c'est cela. Vous savez, on perd du temps pour des choses inutiles. Et je trouve que en fait, cette crise-là, elle n'en valait même pas la peine. Maintenant, aujourd'hui, comme je l'ai dit, si vous remarquez, depuis un certain temps, il y a des appels à la cohésion, il y a des appels à l'unité, mais ce n'est pas au même moment où vous, exécutif, législatif ou pouvoir judiciaire, vous êtes en train de travailler donc à la cohésion et à l'union des fils et filles du pays face à un phénomène aujourd'hui qui a paralysé notre économie. Et aujourd'hui, quand vous prenez les médias aujourd'hui, prenez la presse, d'abord qui évoluait déjà dans un environnement économique très difficile. Avec cette situation sécuritaire, il y a beaucoup de domaines qui ont été touchés. Il y a beaucoup de jeunes qui sont dans le chômage. Il y a plus de 4000 écoles qui sont fermées. Aujourd'hui, on a plus de 2 millions de déplacés internes. On ne devait pas être en train de créer d'autres fonds qui n'en valent vraiment pas la peine, comme mon frère l'a dit. Ça n'en vaut pas la peine. Moi, je pense qu'il faut que le président d'Amimba siffle la fin de la récréation et qu'on puisse justement permettre à Aziz quand même de gérer cette noble institution-là qu'est le CSC pour que nous puissions peut-être aller de l'avant. Autrement dit, si on se met à ouvrir d'autres fonds, ça sera très difficile à gérer à long terme. Et comme il a dit, au niveau international, on ne nous prendra plus au sérieux. Parce que c'est facile, hein, on peut se comprendre ici en famille. Mais vous savez, au niveau international, ce n'est pas de la demi-mesure. Une seule phrase vous discrédite et discrédite votre pays. Donc il faudrait que nous travaillions justement à savoir qu'il y a des actes que nous posons au niveau national qui peuvent avoir des répercussions au niveau international, aussi bien dans les officines diplomatiques, mais également dans un certain nombre d'organisations auxquelles nous avons adhéré, auxquelles nous avons souscrit à un certain nombre de principes et de lois. Donc je pense que il faudrait aujourd'hui, pour la cohésion de toutes les filles et filles de ce pays-là, justement que cette institution-là, nous passons là-dessus et puis nous regardons le seul défi qui est le défi sécuritaire et comment les organisations professionnelles des médias, la presse tout entière, pourra contribuer justement à juguler cette crise sécuritaire que vivent nos populations. Alors, restons justement dans ce scénario selon ces informations qui portent à croire qu'il se pourrait que le CSC, le nouveau collège, soit dissous. Si toutefois cela s'avérait, quelles pourraient être les conséquences? Non, les conséquences seront très énormes. Et comme il a dit, en fait, au Burkina Faso, j'ai comme l'impression que nous créons souvent des fantômes. Et en fait, on s'étonne que ces fantômes nous hantent. La question de la confiance. Vous savez, toutes les institutions au Burkina Faso, moi quand je discute avec les différents acteurs, aussi bien les acteurs politiques que les acteurs économiques, j'ai comme l'impression qu'on crée des fantômes, on marche avec ces fantômes-là, et quand ces fantômes nous hantent, on se demande d'où viennent ces fantômes-là. Parce que c'est ça, c'est l'absence de confiance, et le fait aussi qu'on se fait des idées, et sur un certain nombre de choses. Comme il a dit, d'aucuns pensent que non, en désignant quelqu'un, en contrôlant le CSC, on va presque tout contrôler, les médias, etc. Et que ça pourrait jouer peut-être des rôles stratégiques pour les élections prochaines. Il n'en est rien du tout. Aujourd'hui, quand un bon sociologue ou un bon anthropologue qui lit la dynamique sociale du peuple burkinabé, c'est qu'aujourd'hui, en réalité, les institutions qui étaient aussi bien obsolètes du point de vue valeur systématique pour encadrer le vivre ensemble des Burkinabés, les Burkinabés sont de notre type. Les Burkinabés de 90 ne sont pas les Burkinabés de 2000. Les Burkinabés de 2000 ne sont pas les Burkinabés de 2022. Donc, c'est de prendre conscience de ça. Vous savez, on a des politiques publiques aujourd'hui qui ont du mal à fonctionner parce que justement, ceux qui sont à la décision sont déconnectés par rapport à la dynamique sociale. Malheureusement, nous avons un CNRST dont, entre guillemets, je me pose la question aujourd'hui si sa capacité à résoudre, à apporter des plus pour que les autorités et les dirigeants comprennent la dynamique de la société burkinabé. Moi, je suis enseignant parallèlement en informatique. Je suis allé à l'université Thomas Sankara il n'y a pas longtemps pour donner des cours d'informatique. Quand je parlais de la sécurité sur Internet, il y a des jeunes qui m'ont dit que monsieur, vous êtes en arrière. Il a fallu que je leur apporte des outils pédagogiques pour leur montrer que ce que je suis en train de vous dire, ça ne veut pas dire que je suis attardé par rapport à des comportements à risque que vous pouvez avoir. Mais j'ai compris que
il y a en 2020, j'ai formé 2000 étudiants à l'université de Ouagadougou. Et cette année, à l'université de Thomas Sankara, je n'avais qu'une centaine d'étudiants à former. Mais je me suis rendu compte que la même pédagogie qui a été appliquée en 2020 ne marche même pas en 2022. Donc le monde va vite. Aujourd'hui, avec l'éclosion des réseaux sociaux et d'Internet, il faudrait que les autorités s'adaptent à la logique et à l'évolution du monde. Et qu'on comprenne qu'aujourd'hui, nous devons avoir des institutions fortes. Si nous souffrons aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas d'institutions fortes. On n'a pas aussi un certain nombre d'individus porteurs de valeurs morales et spirituelles pour justement créer une dynamique. Et c'est ça qui nous manque. Donc on devrait aller au-delà. Aujourd'hui, on devrait aussi essayer en train de parler d'innovation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il ne faut même pas revoir le code de l'information? Parce que nous sommes dans une situation où l'information est assez stratégique dans la lutte donc, contre le terrorisme. Et surtout la rélecture de la convention collective, ce qui est réclamé par beaucoup d'hommes de médias. Ben, c'est important quand vous regardez aujourd'hui les conditions de vie et de travail des journalistes au Burkina Faso. C'est extrêmement difficile avec justement la question donc, de la SBT, etc. On devait être en train de réfléchir comment permettre à nos médias de pouvoir jouer ce rôle-là de diffusion d'un certain nombre de valeurs pour encadrer justement notre vivre ensemble, etc., etc. On ne devait pas être en train aujourd'hui de parler de président du CSC, etc., etc. Donc je pense qu'il faut que nous apprenions à aller de l'avant de façon positive et en échangeant entre nous. Moi je pense que Bougaïri et Aziz Bamogo, si ça c'est sur la même table avec le président d'Amimba, on trouvera une solution à ça et on ira de l'avant. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit, au niveau de la convention collective et justement la question des conditions de vie et de travail des professionnels, des journalistes et des professionnels des médias, il faudrait qu'on aille dans ce sens-là. Parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on dise, hein, vous n'allez jamais voir un pays qui a gagné, qui est arrivé à relever un certain nombre de défis majeurs sans que la presse ne joue un rôle. Alors merci Blaise Quintega. Cette crise, finalement, peut-être qu'elle peut avoir un bon côté, et je vois ce bon côté dans la dynamique de mener une réflexion profonde justement pour une réelle indépendance du CSC. Indépendante ou pas, la question n'y est pas. On a besoin de réguler les médias, quelle que soit la forme. Maintenant, plus on avance, on est passé d'un président désigné par l'exécutif à un président entériné, d'abord élu par ses pairs conseillers et puis entériné. Alors, on se rend compte aussi aujourd'hui que dans le quota, tous ceux qui ont un pouvoir ont une majorité de conseillers par rapport aux fêtières qui sont véritablement le cœur de l'instance. Voilà, les réflexions à la limite sont déjà menées. Il n'y a pas un souci à ce niveau, mais déjà ça fonctionne. Vous ne pouvez pas promettre mieux alors que vous ne pouvez pas assurer le minimum existant. Et puis, en termes de tact, il ne reste qu'une année. C'était en août 2018, il me semble. Ils finissent dans un an. Il n'y a pas de raison à bouleverser. Ça mettrait une suspicion. Maintenant, comme je le dis et je le répète, toute autre sortie de crise est hasardeuse et supposons que les fêtières doivent désigner et qu'elles refusent de désigner. Vous ouvrez une crise encore plus grande. Voilà, je pense que la transition n'a pas pour mission ou vocation ou n'a pas de succès, d'orgueil de succès à remporter sur ces petits combats. Je me dis finalement peut-être que le président d'Amiba est entraîné dans un débat par erreur en quelque sorte, parce que sa signature ne doit pas être soumise à des analyses secondaires. Les attributions, le cœur d'attribution du CSC, c'est propulser la communication et l'aider à gouverner. Aujourd'hui, on a vu le porte-parole du gouvernement s'obliger à jouer un rôle du Conseil supérieur et on a vu les réactions. Ça ne va pas continuer. Alors on voit, ce qui est beaucoup plus visible, c'est au niveau des médias. Mais au niveau des agences de communication et de tout ce qu'il y a comme acte de communication au niveau de la nation, les dossiers s'empilent. On ne peut pas les étudier, en fait, on ne peut pas décider de cela. Et Dieu seul sait que même le pouvoir a besoin d'un conseil en communication. Et aujourd'hui, toute agence serait un peu laissée à elle-même, même d'enfreindre aux lois avec le gouvernement ou avec n'importe qui d'autre. Donc je crois qu'il faut recentrer. Alors, l'autre chose que je voudrais dire, si on ne décide pas vite, ça va prendre une ampleur qu'on ne va pas maîtriser.
Parce que tout de suite et maintenant, vous devez avoir entendu les bruits de couloir. La fibre religieuse des différents intervenants est en train de s'inviter au débat. On aurait pris telle position parce que je me retiens de donner cela, mais ceux qui sont dans les coulisses savent. Mais bientôt, ça va sortir sur la place publique. Et les instances religieuses peuvent se saisir de cela. Ça ne va pas venir aider à en faire dans la lutte contre le terrorisme. Alors qu'il n'y a pas de problème à la vérité. Dans toutes les élections, il y a des déçus, il y a des objectifs pas atteints. Même lors du coup d'État, certains étaient contents, d'autres ne l'étaient pas. Mais chacun a dû broyer son mort, ronger son mort, pour que la gouvernance du pays continue. C'est la même chose pour le CSE. On est content, on n'est pas content. À un moment, il faut arrêter pour faire avancer. Et il n'est pas dit... Peut-être que l'équipe qui est là, qu'on soupçonne d'être d'une chapelle ou d'une autre, ne servent pas beaucoup plus la transition que d'autres personnes qui viendraient. De toutes les manières, n'importe qui viendrait là perdrait la légitimité que Aziz a et passera plus de temps à gérer les conflits plutôt qu'à faire des résultats. Alors, merci très chers invités. Nous allons poursuivre cette émission avec la rubrique « Ils ont dit ». On se retrouve juste après pour le deuxième thème. Nous allons beaucoup plus faire dans la pédagogie. Il ne s'agit pas donc d'imposer systématiquement le port du casque. C'est une stratégie qui va être élaborée de façon consensuelle. C'est une approche qui est participative et nous pensons que le peuple burkinabé finalement comprendra qu'il est temps que nous arrêtons donc les dégâts qui sont causés donc par nos routes, des routes qui devaient servir donc au développement, ne devaient pas se transformer en mouroir des jeunes surtout. Je pense que ce n'est pas un effet immédiat. Nous sommes en concertation avec le gouvernement pour trouver la solution dans les jours à venir, pour voir quel modèle de casse on peut mettre à la disposition de la population burkinabé et la jeunesse burkinabé. La lutte contre le terrorisme est longue. C'est une lutte de longue haleine. Et il y a de multiples batailles qu'il faut gagner avant d'en finir avec la guerre. Et il faut que nous en soyons tous conscients. Mais rassurez-vous, cette guerre, nous la gagnerons. Comme vous le savez, dans aucun film, le bandit-chef qui incarne le mal, l'injustice, la traîtrise et l'ignominie ne vient à bout du cow-boy qui incarne le bien, la vérité et le juste. Je voudrais juste vous rappeler cet écrit, que le combat pour le bien vient toujours à bout des forces qui incarnent et propagent le mal et la bêtise humaine. Beaucoup de commandes sont déjà faites et donc ils sont déjà en cours de livraison progressivement et nous pensons que très bientôt l'ensemble de ces équipements seront fournis selon donc les échéances qui ont été définies dans les contrats. Et ça va permettre donc d'avoir une capacité suffisante pour contrôler l'ensemble de nos territoires sur le plan terrestre, sur le plan aérien. C'est un plan vraiment ambitieux et à terme, vous verrez donc ces nouvelles capacités se mettre à l'œuvre. Et nous pensons que notre armée aujourd'hui est en montée en puissance, non seulement dans sa réorganisation territoriale et opérationnelle, mais aussi dans son équipement. Et même les actions, comme je l'ai dit dans mon propos liminaire, les actions donc pour renforcer le moral des troupes est en cours. Alors pour parler de sécurité routière, nous avons toujours nos deux invités toujours sur ce plateau. Idrissa Ouedraogo, conseiller en communication, et Blaise Quintega, journaliste, directeur de publication de YAM Info. Nous recevons comme troisième invité Seydou Traoré. Il est le président de la brigade des volontaires, des jeunes volontaires pour la sécurité et l'éducation routière, également membre de la Fédération des associations pour la promotion de la sécurité routière. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient de voir l'élément portant sur la nécessité d'intégrer le casque comme équipement de vente lors de la concession de la moto. Je vous adresse cette question. Est-ce que vous pensez réellement que ce décret sera appliqué, vu ce qui a été dit dans l'élément que nous avons visionné? Merci bien. Je pense que ce décret sera appliqué si les autorités eux-mêmes en font vraiment leur affaire. Parce qu'aujourd'hui, nous disons que
c'est vrai de prendre un décret, mais il faut aussi suivre la mise en application. Cette mise en application voudrait dire que bon, il faut qu'on s'assure effectivement que toutes les motos sont vendues avec des casques. Et si on prend déjà sur le marché, nous pensons déjà, il y a 2 grandes maisons de vente de motos qui vendent les motos avec les casques. Donc je me dis que la plupart des commerçants aussi peuvent vraiment suivre, en toi cet exemple-là, de ces grandes maisons qui vendent les motos avec les casques. Est-ce que les réalités sont partout pareilles? Oui, je me dis que c'est tout à fait, les réalités sont pareilles, parce que je me dis quand on regarde le coût des motos sur le marché, entre les 2 grandes maisons qui vendent les motos avec les casques et les commerçants qui vendent avec les casques et sans casque, je pense qu'il n'y a pas une grande différence entre les coûts. Et je me dis souvent, les commerçants demandent la plupart du temps aux clients, est-ce que vous voulez la moto avec le casque ou vous voulez sans casque? Et quand on fait cette proposition au client, bien sûr, le client va vouloir prendre en tout cas la moto sans casque parce que la moto sans casque lui revient encore un peu peut-être moins cher, peut-être une différence de 15 000 ou de 25 000 ou de 15 000 francs. Bon, vous voyez que la marge, en tout cas, entre la moto sans casque et la moto avec le casque n'est pas très énorme. Mais je me dis, le client doit choisir, et en payant une moto à plus de 400 ou 500 000, ou soit 1 million, et payer un casque à 25 000 francs, je pense que le choix doit être fait et on doit prendre la moto avec le casque, même si le commerçant ne vous le propose pas. Ici, il n'y a plus de choix à faire puisque le décret oblige les commerçants à vendre la moto avec le casque. Oui, je me dis que le décret existe bien avant. C'est parce que qui date depuis 2005, tout à fait. Qui n'a pas été appliqué. Voilà. Qu'est-ce qui prouve que maintenant il sera appliqué? Oui, je me dis que bon, vous savez, ce que je me dis par le passé, la non-application des décrets, j'ai souvent mal à le dire, parce que ce sont nos politiciens qui font que les décrets ne sont pas appliqués. Et quand je prends les régimes démocratiquement élus, lorsque on veut appliquer un décret, et ça touche les électeurs, vous voyez que le politique déjà est sensible à ça. Et ce qui fait que ces décrets n'ont pas pu être appliqués par le passé. Mais je pense que nous sommes dans un régime un peu d'exception, un régime venu par un coup d'État. Donc on n'a pas d'électeurs à qui on doit rendre compte. Donc je me dis que c'est le moment vraiment que tous les textes et lois soient vraiment appliqués par ce régime-là. Alors le port du casque, une nécessité vitale, plus qu'un thème. La question est, comment arriver à une réelle prise de conscience? Non, je pense que, comme il a dit, hein, vous savez, c'est un peu comme les moustiquaires. On donne des moustiquaires aux gens pour se prévenir du palu. Les gens, vous voyez que la plupart des samots et alliés l'utilisent donc pour la pêche, etc. Donc, c'est pour vous dire que c'est un peu compliqué. Mais d'abord, c'est le rapport à la chose. Vous savez, le grand frère en face aime parler de communication. Effectivement, dans nos politiques publiques, on n'a pas une communication qui permette aux masses populaires de comprendre ce pourquoi on prend des décisions et des décrets. Alors, vous savez, le rapport, par exemple, prendre dans le domaine de la santé, le rapport à la maladie est très déterminant dans la prévention. Vous savez, j'aime à le dire, hein, quand nous étions au vaccin du palu, vous savez, quand en Europe, les gens disent « j'ai atteint du palu », ça suppose que je ne me suis pas protégé et j'ai pris le palu. Mais ici, on dit « le palu m'a attrapé ». Donc, ça veut dire qu'on peut aller dormir dans un nid de moustiques, mais si Dieu le veut, le palu ne va pas m'attraper. Et ça, ça conditionne l'esprit des gens par rapport à un certain nombre de décisions. Donc, il faudrait beaucoup plus travailler au niveau de l'éducation, ce qui devrait supposer que même dans le contenu de notre système éducatif, depuis l'école primaire, il faudrait travailler et montrer aux gens qu'on peut prévenir les accidents. Je vous assure que lorsque vous allez en traumatologie, il faut que vous écoutez les médecins qui vous parlent. Vous comprenez pourquoi les politiques prennent souvent des décisions. Maintenant, quant au fait que ce n'est pas appliqué, il a souligné, il y a d'abord la question donc de ne pas créer des frustrations au sein des populations parce que ça va peut-être jouer sur l'électorat, mais ce que les gens devraient comprendre, c'est beaucoup plus montrer aux gens la logique de cause à effet. Ça veut dire qu'on peut prévenir les accidents.
Et même quand il y a des accidents, on peut diminuer le risque de mourir d'accident. Il y a une fameuse journaliste ici qui fait beaucoup les reportages sur les questions donc, de sécurité routière, qui travaille beaucoup avec les sapeurs-pompiers. Et quand vous voyez des cas, et quand la personne a le casque, ça réduit les risques de mortalité. Donc je pense que ce n'est pas une mauvaise chose. Maintenant, ce que je vais demander, nous sommes dans une situation, dans un contexte très difficile et sensible, qui va demander du tact au gouvernement pour l'application de ces décrets. Depuis 2003-2005 entériné, on a eu du mal à l'appliquer pour plusieurs raisons. La première des raisons, c'est au niveau des vendeurs de motos. La deuxième raison, c'est au niveau... entre-temps, on se rappelle, il y a eu cette bruit-là par rapport donc, à la caporalisation donc, du marché à l'époque par la première dame, Chantal Compaoré, qui avait fait le bruit. C'est ce que les gens avaient dit, même si par la suite, on s'est rendu compte que ce n'était pas avéré. Donc, si on revient là-dessus, ça montre déjà qu'il y a une nécessité. Et pour cette nécessité-là, il faudrait travailler méthodiquement, parce que nous sommes dans un contexte où, si on ouvre en fait un certain nombre de fronts, c'est vrai, on veut permettre à la population de comprendre la logique, mais d'abord, on n'a pas eu des politiques publiques dans le temps qui ont préparé nos masses populaires à ça. Donc, il faudrait aller méthodiquement. Voilà, il faudrait aller méthodiquement. Et je pense que le gouvernement devrait commencer à dégager beaucoup d'argent pour le secteur des médias, mais également de la communication, qui peuvent jouer un rôle stratégique dans le changement de mentalité et de comportement. C'est extrêmement important. Alors, nous allons nous adresser justement aux spécialistes de la communication pour une réelle prise de conscience en ce qui concerne bien sûr le port du casque en circulation. Comment peut-on y arriver? Comment communiquer? J'espère que vous n'êtes pas de l'une des deux catégories. Certains disent qu'on ne peut pas faire confiance à la communication parce qu'ils sont contradictoires, c'est pas fiable et tout et tout. Et il y a d'autres au contraire qui disent que quand on communique, c'est la solution. Mais je suis peut-être au regret ou j'ai le plaisir de vous dire effectivement, plusieurs approches de communication permettent de le faire. Seulement, il faut bien cadrer. Vous n'avez pas n'importe quelle maladie pour arriver dans n'importe quel service de santé. La même attitude qu'on a par rapport à la maladie serait bien, et même pas par rapport à la maladie. Je pense que dans l'usage des armes, les militaires aussi voient en fonction des circonstances, quelle arme utiliser et quel personnel déployer. C'est un peu ça la question. Alors, tout est devenu communication, fort malheureusement. Mais en même temps aussi, nous prenons cela comme un appel à vouloir réussir cela. Parce que ni la loi, ni la force publique ou le militaire, ni les injures ou les campagnes de sensibilisation en elles seules suffisent. Il y a un ensemble de choses. Il m'a semblé que c'est depuis 1972 où c'était obligatoire et que les gens suivaient, qu'il y a eu dans le processus de notre histoire politique et autres là, des relâchements, jusqu'au point où on est devenu carrément de bons rebelles. Maintenant, il faut dessiner ça et puis revoir. Mais une chose est sûre, on ne peut pas faire sans la communication. Et il faut dire que ce que la communication assure, c'est entre 60 et 80% de réussite dans le domaine où vous allez l'employer. Lorsque vous ne l'employez pas, vous êtes sûr que vous allez être autour de 20-30%. Malheureusement, notre pays se réjouit d'avoir fait cela. Je prends le cas de ce lancement-là. La vérité, ce n'est pas un véritable grand événement. Parce que c'est une loi qui n'est pas appliquée du fait de l'exécutif. Et on n'a rien fait encore. Et encore, l'événement est là pour nous dire, vous allez appliquer. Ce n'est pas toute la population, mais c'est les commerçants. Est-ce que le support, est-ce que l'événement utilisé pour le faire est pertinent? Dans un contexte où tout le monde est en train d'attendre, par exemple, le gong du 5e mois, où les esprits sont à la sécurité et à la redevance, à la redevabilité. Donc il y a ces déphasages-là, en quelque sorte, qui font qu'on ne synchronise pas toujours bien avec le peuple, les attentes, ainsi de suite. Sinon, pour moi, le résumé, c'est quoi? Ils ne disent pas que ce serait obligatoire pour tout le monde. Ils disent seulement qu'il y a un décret du gouvernement, une loi, je crois, qui date depuis 2006. Qui n'est pas appliqué, et eux, ils veulent le faire appliquer. Ce n'est pas un événement. Et ce n'est pas le fait de l'appliquer qui va nous permettre d'atteindre les résultats. Je ne sais pas s'il y a un lien de cause à effet, que les commerçants vendent
les motos avec les casques et que les gens les portent. Je pense que ce qui était intéressant et le plus porteur, on aurait pu faire du pull-push, tirer du côté des consommateurs pour que chacun soit obligé de porter le casque. Lui-même, il pourrait payer le prix au besoin. On pourrait faciliter. Donc, en vérité, il y a un souci de communication à l'intérieur. Assez souvent, on parle de communication pour le développement, sensibilisation, marketing social. Quoi qu'il en soit, ce qui a été déployé, c'était de l'information. C'était une communication média. Et elle est vraiment très limitée. Ça veut dire qu'on veut passer par la raison des gens, l'information. Sachez que, mais on veut savoir quoi? Savoir qu'il y a une loi de combien d'années qui va enfin être appliquée. Ce n'est pas un événement et ce n'est pas ça qui suscite cela. Je crois que rien que le budget de lancement aurait pu faire de bonnes petites actions de sensibilisation, aider les associations pour avancer. Donc le problème reste entier. À la limite, le grand public n'avait pas besoin en tant que tel de savoir que le gouvernement veut régler ses comptes avec les vendeurs de motos. Ils s'entendent à huis clos et on voit que c'est déjà appliqué et qu'on garde la batterie pour cela. Maintenant, il faut récupérer parce qu'on a invité dans l'espace public un débat qui nous perd un peu le temps. La vérité, c'est que le même pouvoir, on parlait tout à l'heure du Conseil supérieur de la communication, on parle d'autres sujets en fait qui viennent parasiter l'attention, l'énergie et des médias et des populations et des gouvernants. Il faut hiérarchiser ça. J'allais terminer un peu ce propos-là sur ce fait. Il sera très bien inspiré que chaque membre du gouvernement considère qu'il n'est pas dans un gouvernement normal. Et je pense qu'ils le savent, mais ils ne le font pas. La deuxième des choses, en conséquence de cela, le cœur de leur action étant la sécurisation, il serait bien que le ministère du Transport, par exemple, soit en train d'exprimer ou d'implémenter la question sécuritaire dans son domaine beaucoup plus que les autres choses qui sont peut-être des débats nouveaux, un changement, une forme de révolution. Et dans le cas de la sécurité routière, est-ce qu'on peut dire qu'on est réellement à côté de la plaque en ce qui concerne les atteintes? Oui, mais ce n'est pas l'urgence du moment. J'imagine que tous les Burkinabés portent les casques. Ils ne seront pas davantage plus sympathiques au gouvernement qui ne leur a pas encore prouvé que la sécurité est acquise. Je veux dire que toute la gouvernance là, on mettra leur succès. Je suppose qu'ils auront du succès dans le fait que les commerçants vendent avec les casques, mais on va le mettre dans la même balance que les autres aspects où on les attend. Et justement, toute la gouvernance n'est pas jugée à une action. Que le ministre des Transports réussisse cette opération, qu'il monte en grade dessus, qu'on l'adule, que ses patrons l'admirent, ce n'est pas pour autant qu'on va sauver le régime parce que ça serait un calcul qu'on va faire. Vous avez plus ici, vous avez moins là. Et il faut identifier les points qui ont le plus de coefficients en quelque sorte pour y travailler. Et la sécurité reste là, la gouvernance et la mobilisation autour des actions du président restent des choses essentielles. Et ce n'est pas qu'à lui. Il s'agit de rattraper ce que le président Roch n'a pas réussi, ce que jusqu'à Blaise Compaoré n'a pas réussi. Comment faire en sorte que le peuple s'unisse, se mobilise pour tenir son État, ce qui nous manque. Alors, je reviens à vous, Monsieur Traoré. Nombreux sont ceux qui estiment, toujours dans le cadre de la sécurité routière, qu'il faut, au-delà du port du casque, faire passer un permis aux engins, aux utilisateurs d'engins à 2 roues. Est-ce que vous êtes favorable à cette perspective-là? Oui, je suis très favorable à ça. Et disons que d'abord, pour répondre un peu aux frères, il faut dire que d'abord, la sécurité routière, la circulation routière, ou les yeux de façon générale, on dit pour regarder le comportement d'un pays, il suffit de regarder le comportement des usagers sur les routes. Donc moi, je me dis, cette action peut amener une prise de conscience à tous les niveaux, que ce soit sécuritaire, alimentaire, et social, économique. C'est une prise de conscience. Si aujourd'hui, le gouvernement a décidé d'abord de mettre l'accent sur la vente des motos avec le casque, c'est d'abord, moi je me dis que c'est déjà un premier pas. C'est déjà une première action. Et pour dire que si aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons sur le terrain, les gens vous disent que je n'ai pas de casque.
quand on a vu le reportage, la dame nous a dit que non, elle n'a pas de casque, le casque coûte 15 000, elle n'a pas d'argent. Donc nous supposons que si tout le monde avait le casque à la vente de la moto, là on peut passer à l'étape de la répression. C'est ça que les gens en ont et ils n'en veulent pas, ils veulent pas porter. Là c'est une autre phase de la sensibilisation. Mais aujourd'hui il faut que le gouvernement s'assure que tout le monde possède le casque. Et si les gens possèdent le casque, maintenant on peut passer à une autre phase. Donc il ne faudra pas, moi à mon avis, en termes de communication, il ne faudra pas sauter des étapes. Je ne suis pas un spécialiste en communication, mais je me dis là, une communication a des étapes. Si on saute des étapes, on peut amener à perturber lors de la communication et les gens ne vont rien comprendre. Et maintenant, je me dis, effectivement, et votre question était que, voilà, hein, le permis voilà, les utilisateurs d'engins à 2 roues. Voilà, pour moi, c'est des choses qui partent ensemble. Aujourd'hui, on a le port du casque, on dit qu'il faut porter le casque, c'est bien, on peut porter le casque et si on ne sait pas circuler. Ça, c'est notre danger encore que nous créons. Donc nous disons que avoir le casque et avoir le permis de conduire des engins à 2 roues, c'est 2 choses qui partent ensemble. Voilà, donc d'abord le casque, on peut posséder un casque sans avoir une moto. C'est vrai, ça fait rire, mais lorsque à Ouaga, nous savons qu'il y a le remorquage à 2. Donc ce qui veut dire que je peux avoir mon casque, je porte mon casque, mais je ne suis pas propriétaire de la moto. Ça, c'est autre chose. Mais le propriétaire de la moto, pour conduire la moto, il faut qu'il ait au moins le permis de conduire. Le permis de conduire lui permet de connaître le langage de la route. Parce que chez nous, on dit la route nous parle. Et pour comprendre le langage de la route, il faut le permis de conduire. C'est vrai qu'aujourd'hui, la plupart de tous les usagers, chacun roule à la moto sans comprendre réellement le message de la route. Il s'est dit seulement, bon, je sais rouler, quand le feu est rouge, je m'arrête, quand c'est vert, je passe. C'est tout ce qu'il connaît. Aucune connaissance du code de la route. Or, le code de la route ne se limite pas seulement qu'au respect au feu tricolore. Il y a un ensemble, en tout cas, d'éléments qui composent le code de la route. Donc, il y a les panneaux. Aujourd'hui, quand les gens circulent à Ouagadougou, peu de gens savent qu'il y a des panneaux qui sont implantés au bord des routes. Et ça aussi, il faut que l'État soit regardant, parce que ces panneaux sont aujourd'hui engloutis par les commerçants, où on trouve souvent des panneaux dans des boutiques où les gens ont mis, qui cachent par des affiches, où certains utilisent les panneaux pour les affiches publicitaires, ainsi de suite. Il faut que je me dis que c'est un départ avec la sensibilisation du port, mais il y a beaucoup d'autres actions qui doivent être menées pour que vraiment nous ayons une circulation beaucoup plus saine. Alors, on parle toujours sécurité routière. Actuellement, ce sont les vacances. Et récemment, la mairie a publié une note pour interpeller les jeunes qui s'adonnent aux cascades en pleine route sur la voie publique. La question est comment est-ce qu'on peut canaliser ce phénomène, surtout en cette période de vacances? Non, vous savez, le Burkina, nous sommes champions en politique publique de sparadrap. Donc ça fait qu'aujourd'hui, on est en train de dépenser des milliards pour des choses qu'on pouvait se passer de ces milliards pour investir dans d'autres secteurs si on avait misé sur l'éducation civique et citoyenne. Malheureusement, on a sectionné des choses parce que le gros problème, comme je le dis, hein, le Burkina Faso a une histoire, ça avait été prévu depuis 2005 avec justement donc Burkina Perspective 2025, où on se retrouvera, où les valeurs danseront, où on ne saura pas où on va. Donc, regardez 90% de ceux qui font la vitesse à Ouaga, c'est pour aller garer au kiosque, prendre un Nescafé. Et il dit même que j'ai brûlé le feu et les policiers ne m'ont pas vu. C'est ça le problème. On n'a pas misé dans l'éducation civique et citoyenne. Je le disais ce matin quelque part qu'au Burkina, la remorque s'en fout de la Mercedes, la Mercedes se moque de la moto se moque du vélo, le vélo se moque du piéton. C'est le gros calibre s'en fout du petit calibre. Et quand vous regardez la façon dont nous circulons, c'est tributaire à notre rapport même à la moto et aux engins à 2 roues. Un premier niveau du problème. Deuxième niveau du problème, aujourd'hui, les enfants, ils n'ont plus de loisirs. Ou du moins, on n'a pas créé beaucoup d'espace de loisirs pour les enfants. Donc, il y a des enfants qui, à partir d'un certain âge, sauter sur le goudron avec des motos, etc., ça paraît du loisir pour eux, une façon de s'affirmer, etc. Puisqu'on a tout bazardé. Aujourd'hui, on n'a plus de réserve où les enfants peuvent aller s'adonner à ces petits jeux-là. Il y a toujours les bibliothèques.
Oui, il y a toujours les bibliothèques, mais c'est comme on le dit, c'est une question de culture. Au Burkina Faso, non, nous avons un problème de culture et de valeur. Et c'est ce qui fait que vous avez, j'aime à le dire, tant que vous ne préparez pas le terrain, même si vous mettez des milliards, ça ne fonctionnera pas. Le terrain, ce sont les mentalités. Il faudrait que vous ayez un être burkinabé. Vous ne pouvez pas lutter contre la corruption pendant que 90% de ceux qui déposent les concours, c'est l'ENAREF et la douane parce que là-bas, il y a les affaires. Ça ne marche pas. Il faudrait qu'on passe dans des domaines parce qu'on part pour servir. Donc, c'est une question de cause à effet. Aujourd'hui, on a des centres de formation. On a notre système éducatif, du CP1 jusqu'au CM2. Est-ce qu'on apprend aux enfants, on leur donne une éducation routière? Il n'y en a pas. J'ai eu la chance de travailler pour une organisation qui travaille dans le domaine de la prévention routière. Et quand vous regardez tous les axes que nous avons élaborés, nous avons beaucoup mis l'accent sur l'éducation. Et l'éducation de cette façon graduelle, même des aînés ont besoin de renforcement des capacités par rapport à leur connaissance du code routier. Donc, je pense qu'il faudrait travailler à long terme. Maintenant, nous sommes dans une situation, comme le docteur l'a dit. J'aimerais ajouter que tout ne se résume pas qu'à l'école. Les parents ont également un rôle à jouer. Mais bien sûr, nous avons adopté quel mécanisme de développement? Nous avons adopté le capitalisme et l'individualisme. Actuellement, nous sommes en train de mener une campagne de cohésion sociale entre les enfants dans les 6 mètres, un match de football. Est-ce que c'est généralisé? Non, mais le problème c'est quoi? Le problème c'est que chacun veut avoir sa moto. À Ouaga, vous rentrez dans des familles. Vous savez, l'individualisme, c'est un processus. Depuis les années 90, nous sommes rentrés dans une dynamique. Et dans cette dynamique-là, nous avons choisi comme mot d'action l'individualisme. N'est-ce pas, dans ce cadre de ce libéralisme? La conséquence, c'est quoi, madame? Quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Mali, vous voyez les gens qui vivent ensemble. On appelle ça, et au Burkina, on appelle ça célibatorium. Ailleurs, on appelle ça cour commune. Il n'y a pas, chacun n'a pas son compteur de courant. L'organisation de l'espace est déterminante dans les logiques et les rapports des gens. C'est de ça qu'il s'agit. À Ouagadougou, aujourd'hui, chacun veut avoir sa moto. Tu vas voir des familles où chacun veut avoir sa moto. Et c'est ça. Alors, la conséquence. Avoir sa moto et se mettre, s'adonner à de telles pratiques, ça fait deux. Non, vous avez parlé de l'éducation des enfants. Les parents, aujourd'hui, on est dans un environnement économique très, très difficile et très, très agressif. Ce qui fait que l'éducation des enfants, vous savez, nous avons un certain nombre de lois et de textes que nous avons votés qui ont fait que nous avons tué la famille. Nous sommes en train de tuer progressivement la famille burkinabé. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les parents n'ont plus la même mise sur l'éducation des enfants. Quand vous prenez un enfant, il pense combien d'heures à l'école? L'enfant passe combien d'heures à l'école? Donc, ce qui devrait nous amener à recruter beaucoup plus d'enseignants, aussi bien qualifiés, mais avec un certain âge, pas ces enseignants-là que nous voyons aujourd'hui, qui ont du mal même à porter très bien le pantalon, qui se mettent à être des éducateurs de nos enfants. Donc, la question de l'éducation à la sécurité routière devrait se faire aussi bien à l'école, mais également, on devait sentir ça dans le quotidien, comme l'a dit Basile Guissou. Il n'y a pas de développement qui ne se commente au quotidien. Alors merci Blaise Kientega. Idrissa Ouedraogo, la question de l'éducation à la sécurité routière, comme il vient si bien de le mentionner, je reviens sur ce phénomène de l'acrobatie sur la voie publique. Comment stopper cela, surtout pendant les vacances, où les enfants sont livrés pratiquement à eux-mêmes? C'est une question complexe, comme toutes les questions sociales. Et nous sommes bien placés de savoir que quand on est en train de parler du casque, par exemple, ou des acrobaties, tout de suite, les questions des valeurs, de l'éducation, des modèles et plein d'autres choses s'invitent à cela. Et je crois que c'est la chose essentielle. On ne peut pas adresser un problème social ou un problème juridique ou judiciaire là, et puis penser qu'on a une solution typique pour ça. Ensuite, on ne peut pas aussi dire, ah peut-être. Nous sommes peut-être face à un nouveau problème, peut-être, mais c'est faux. Nous sommes en train d'expérimenter la part burkinabé d'un problème vieux, que des prédécesseurs au Burkina ont réussi souvent certaines choses, pas d'autres, chez les voisins ou ailleurs dans le monde. Ce qu'il nous appartient de faire, c'est de bien comprendre les problèmes et les phénomènes et y trouver une solution. Je ne pense pas que les concernés eux-mêmes directement, je prends des jeunes de peut-être 13 à 25 ans, soit à eux seuls la solution de cela. J'ai cru même entendre qu'ils ont répondu une fois à un adulte qui lui demandait de porter le casque pour sa sécurité. Il a dit que Dieu est plus qu'un casque.
Lui croit en Dieu plus qu'au casque en quelque sorte. Il a même une réponse à cela. Et devant la foi, vous dites, waouh, c'est un croyant alors qu'il a les yeux bien rouges d'alcool et il est en train de faire autre chose. Et du coup, on est sur l'alcool. Et du coup, on est sur d'autres problèmes. Pour dire que les problèmes sociaux, il s'agit d'avoir une lecture intelligente. Je n'allais pas dire que c'est le travail des publicitaires, mais c'est ce qu'ils font. Face à un produit ou à un service qu'on veut vendre, on ne peut pas donner des justifications sur chacun d'eux. On cherche un axe qui, lorsqu'on le déploie, solutionne les choses en partant. On ne peut pas adresser la question des acrobaties seulement et puis dire que bon, on va déployer beaucoup plus de policiers, on va rentrer dans chaque famille, on va faire des émissions. C'est quelque chose de global. Et il s'agit d'identifier dans notre société le point d'Achille, en fait, notre point de faiblesse. Et le point de faiblesse, pour moi, je suis désolé, je reviens dessus, c'est une question de leadership. L'un des leaderships qui a le plus marché, qu'on a retenu, c'est celui de Sankara. Il n'était pas dans toutes les familles. Il n'était pas spécialiste en droit ou en économie et autres. Mais il a ouvert un faisceau, il l'a allumé et des choses commençaient à s'aligner sur cette vision. Je pense que c'est la stratégie. Il s'agit de trouver pour nous une valeur. Et même au niveau de la valeur, il faut savoir, parce que c'est encore un faux débat que les intellectuels et beaucoup d'animateurs de l'espace public ont pris. Derrière valeur, qu'est-ce qu'on met? Je pense que certains, et je suis pour ça, c'est la part contributive à la société. Une valeur, c'est ça. Il faut faire en sorte que chaque enfant, chaque père, chaque journaliste, disent que sa vie aurait servi à quoi? Quelle est sa part contributive? Si vous remarquez, ceux qui ont plus de valeur dans notre société, c'est ceux qui donnent ou qui ont le potentiel d'apporter beaucoup plus à la société. Ça, on peut l'identifier pour pousser chacun à avoir ces valeurs-là en qui on se reconnaît. Donc, pour moi, c'est une question complexe. La seule chose que je puisse dire dessus, il serait bien que les dirigeants aient des solutions holistiques. Parce que vous ne pouvez pas gérer la question des acrobaties sur la route avec des questions que militaires ou que sensibilisation. Ça va au-delà de la sensibilisation. Je vous donne un fait, il parlait des espaces de récréation, vous parliez de bibliothèques, mais il y a un fait, par exemple, un maillon manquant. Dans le développement de l'être humain, il y a une étape où il a besoin de se mettre à l'épreuve. Ça, ce n'est pas de la distraction. C'est ce que les sociétés secrètes, les sociétés initiatiques faisaient. On vous sort, on vous met en brousse pour que vous appreniez ce que c'est que la vie, vous faites des épreuves de courage, ainsi de suite. Il exerce sa dimension humaine dans ce domaine. Le service militaire obligatoire en son temps avait aussi cela que tout jeune arrivé à un certain temps, il s'affirme, il devient homme et il est reconnu ainsi pour ne plus être un blacro en quelque sorte. Notre société n'a pas d'espace comme ça où on passe de l'adolescence à l'âge d'adulte. Et il faut inventer, et c'est notre travail. Que les vacances soient utilisées pour faire des passages de génération, ça peut aider. Mais donc ça, ce n'est pas seulement à travers des décisions prises sur la route qu'on va régler ça. Je pense que, encore une fois, on va prendre des décisions, on va faire des campagnes, et 5 ans après, on sera là encore pour dire il y a quelque chose qui ne marche pas. Et pire, on sera en train d'insulter l'esprit burkinabé. Les Burkinabés sont ci, sont ça. Ils ne sont que des humains comme les autres. Il faut changer de méthode d'approche, quoi. Alors, merci à vous tous. Merci à vous, chers invités, pour vos différents apports. Nous sommes malheureusement à la fin de cette émission. Merci pour votre attention.